savez que ces sessions sont très minutées. Je vais vous prier de prendre chacun vos sièges et puis on va pouvoir démarrer. Merci de continuer les discussions en dehors du chapiteau. La pluie vous attend. Sinon, restez avec nous, vous êtes les bienvenus. Nous allons passer l'heure qui vient, ensemble, à explorer la nécessité d'une nouvelle économie politique. Alors, les 2 jours précédents, toutes les tables rondes ont relevé les défis, pour n'en citer que 2, le climat, les inégalités, encore accrues par la crise sanitaire. Comme nous nous sommes tous levés ce matin avec une réforme des retraites pendante, on peut ajouter le vieillissement. Comme il y a la présidentielle, dans un an, cette table ronde va vous intéresser, puisque nous en sommes aux solutions. La nécessité d'une nouvelle économie politique, ça veut dire quelles promesses les politiques peuvent-ils faire pour réparer, voire apporter du progrès? Quelles solutions peuvent apporter les États à leurs citoyens? Quel en est le prix? Et quel rôle pour les entreprises? Le mot nécessité, moi, m'intéresse beaucoup, puisque nécessité, ça veut dire que c'est illogique, voire risqué de ne pas le faire. Nous avons un panel de très grande qualité pour nous accompagner dans cette réflexion. Et je vais saluer d'abord ceux qui ne sont pas avec nous physiquement, ceux qui sont de l'autre côté de la Manche. Madame Minouche Shafik, bonjour et bienvenue. Welcome. Thank you so much for being with us. Can you hear me? Yes, I can. OK. Je salue également celui qui a été membre du gouvernement de Theresa May, membre du gouvernement de David Cameron, un conservateur britannique qui est avec nous ce matin, David Lidington. Bonjour. Hello, good morning and welcome. Good morning, thank you. Bonjour et merci, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, nous vous entendons bien. Finance française, à mes côtés, Yves Perrier. Il est le président du conseil d'administration du groupe Amundi, premier gérant d'actifs en Europe. Bonjour Yves Perrier. Et le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. Bonjour à vous. Bonjour Alexandra Benchik. Qui est également au conseil de la Banque centrale européenne. Ça, ce sont nos intervenants. Ils vont chacun prendre la parole, disons 5-6 minutes. Pour exposer leur regard. Puis il y aura un débat, puis il y aura, je l'espère, vos questions nombreuses dans la salle. Comme je l'ai dit, nous avons jusqu'à 11h25 tous ensemble. Mais d'abord, l'homme qui a pensé cette session, c'est un membre du Cercle des économistes, c'est Jean Pisani-Ferry. Jean, c'est à vous. Merci Alexandra. Comme vous l'avez dit, les sessions à Aix sont surtout à propos de ce qu'il faut faire. Le Aix est connu, et ce sera vrai cette fois-ci aussi, pour ne pas être avare de propositions sur ce qu'il faudrait faire. Ce qu'on s'est dit pour cette session, c'est que c'était intéressant de réfléchir aussi à comment faire, avec qui faire, pour qui faire, et comment est-ce que ce qui est souhaitable peut aussi être acceptable, et sans verser dans ce qu'on appelle la pédagogie, ce qui est un très mauvais terme quand on parle à des citoyens adultes. Donc, c'est ça que nous vous proposons. Et un bon point de départ, c'est un livre qui vient d'être publié par Minouche Shafik, qui s'appelle What We Owe Each Other, et qui est un travail sur la redéfinition du contrat social. Au fond, comme beaucoup, elle observe que le contrat social est en morceaux, que le sentiment d'appartenance, le sentiment qu'on est partie d'une société qui a, vis-à-vis de laquelle on a des devoirs, mais qui aussi vous apporte, qui prend soin de vous, est rompue. Et elle tente de redéfinir dans ce livre, elle nous le dira mieux que moi-même, elle tente de redéfinir le contrat social. Et ce qui est intéressant, c'est que cette réflexion sur la redéfinition du contrat social, elle est loin d'être la seule à la faire. Minouche Shafik est d'ailleurs... Il faut dire un mot de qui elle est. Elle est ancienne banquière centrale, elle est ancienne directrice générale adjointe du FMI. Donc elle ne vient pas de la théorie du contrat social, elle vient beaucoup plus de la finance. Et je citerai 2-3 interventions dans le même sens. Raghu Rajan, prof à l'université de Chicago, ancien banquier central lui aussi en Inde, ancien chief économiste du FMI, qui a publié un livre il n'y a pas très longtemps qui s'appelle The Third Pillar, en disant l'équilibre c'est entre le marché, l'État et la société et les communautés. Et on a laissé tomber les communautés.
Et en laissant tomber les communautés, on a brisé cet équilibre qui est fondamental dans la manière dont nos sociétés peuvent fonctionner. Je citerai aussi Martin Sandbu, qui vient de publier aussi un livre qui s'appelle The Economics of Belonging, et dont l'idée centrale est de dire ce sentiment d'appartenance qui était caractéristique de nos sociétés, malgré et en dépit de tous les conflits qui les traversaient. On était dans la même société, on était en partie prenante de la même société. Ce sentiment d'appartenance, il s'est dissous. Et aujourd'hui, il n'y a plus que les nationalistes qui offrent une perspective d'appartenance fictive. Enfin, je pense fictive, ils pensent fictive, mais qui offre cette perspective d'appartenance en disant à l'intérieur de la nation et en coupant avec le reste du monde, eh bien, on va recréer une société dans laquelle vous serez quelque chose et on s'occupera de vous et on prendra soin de votre, non pas simplement de votre revenu, mais de votre voix, de vos préoccupations, des emplois, des bons emplois pour vous, etc. Et donc le défi, c'est comment est-ce qu'on répond à ces questions dans un cadre d'économie ouverte. Ces questions ne sont pas rendues beaucoup plus faciles par la crise Covid, au contraire. Elle accentue très vraisemblablement les tensions. Il y a un chiffre qui me frappe énormément quand on regarde l'emploi aux États-Unis en temps réel. Les derniers chiffres de Rajchetty, c'est plus 7% pour l'emploi à haut salaire, moins 21% pour l'emploi à bas salaire. Ça dit quelque chose sur la trace de cette crise. Et si on ajoute à ça le fait que les actifs financiers ont vu leur valeur augmenter et que les maisons suburbaines ont vu leur valeur baisser, on a probablement aussi quelque chose de ce côté-là qui est considérable. Donc ce défi, comment est-ce qu'on peut y répondre? C'est une question pour les acteurs de politique publique, pour les politiques. C'est une question aussi pour le monde de la finance auquel appartient Yves Perrier. Dans quel cadre est-ce qu'on peut redéfinir, au fond, des normes qui font mentir la célèbre prescription de Milton Friedman, disant l'entreprise ne doit pas se préoccuper des questions de société, elle ne doit pas se préoccuper des questions de politique publique. Pour ça, il y a les gouvernements, l'entreprise doit se préoccuper de ses actionnaires. Oui, si on dit l'entreprise doit se préoccuper et la finance doit se préoccuper davantage des valeurs de la société, des préférences sociales, dans quel cadre? Est-ce que c'est dans un cadre purement national, avec des préférences qui sont différentes, ou est-ce qu'on peut faire ça dans un cadre, encore une fois, d'économie ouverte? Voilà, c'est tout ça qu'on vous propose de débattre dans ces différentes dimensions avec ces différents intervenants. Merci Jean. Eh bien, on va passer au panel. Et donc, évidemment, Jean Pisani a cité le livre de Minouche Shafik, A New Social Contract, What We Owe Each Other, ce que nous nous devons les uns aux autres. Minouche Shafik, vous parlez de nouveaux droits et de nouveaux devoirs. Oui, est-ce que je commence? Donc, merci Jean pour cette belle introduction. Quand j'ai écrit ce livre, pour moi, il s'agit d'un manifeste antipopulaire, puisque la politique populaire a vraiment mis le doigt sur le problème. Les personnes sont frustrées par l'inégalité, l'injustice. Ils n'ont plus de sens d'appartenance au sein de leur propre société. Et ils sont inquiets pour leur propre avenir et l'avenir de leurs enfants. Les politiques qui recommandent le nationalisme, xénophobie, sentiment anti-immigrants, protectionnisme ne vont pas résoudre ces problèmes. Et donc, j'ai compris qu'une vraie solution à ces problèmes serait de redéfinir notre contrat social. Donc, avec deux forces principales. D'abord, la technologie qui a transformé la nature de l'emploi et changé le système éducatif et son interaction avec le marché de l'emploi. Et deuxièmement, le changement de point de vue, puisque le contrat social s'est construit que les personnes allaient s'occuper des plus âgés et des plus jeunes gratuitement, et maintenant, ce n'est plus possible. Donc, il y a de vraies pressions sur les familles, la démographie, ainsi que sur la vieillesse et les pensions de retraite. Je pense que le contrat social est sous une pression croissante du fait de la robotisation, le changement climatique et le vieillissement. Que pouvons-nous leur proposer de nouveau?
Je pense que le grand problème de l'ancien modèle, on peut l'appeler le modèle Reagan-Thatcher, ou le consensus de Washington, c'est que l'argument, c'était on fait croître l'économie et on compense les personnes, les perdants. Le problème, c'est que les perdants n'ont jamais été compensés. Et deuxièmement, qui veut être perdant? Il y a un échec dans cette supposition fondamentale et je pense que nous devrons passer à un autre modèle. Dans le livre, j'essaie de passer, comme mon prédécesseur à l'école London Economics, d'aller du berceau au tombeau, comme il le fait. Comment est-ce qu'on élève nos enfants, comment on éduque nos populations, comment on aborde le travail et la question de la santé et de la vieillesse. Et le thème clé est que nous devons passer vers un modèle qui parle prédistribution plutôt que redistribution. Qu'est-ce que j'entends par là? Prédistribution signifie investir davantage les uns dans les autres, afin que nous ayons tous la possibilité d'avoir une belle vie. Quelques exemples. Plutôt que donner à tous un revenu universel pour rien faire, on peut ou adopter l'idée de Piketty, de transfert de richesse. Moi, je dirais qu'il faut donner aux jeunes générations un fonds pour leur éducation tout au long de la vie, afin qu'ils puissent actualiser leurs connaissances pour rester à jour vis-à-vis des besoins du monde du travail. Deuxièmement, le travail est devenu plus souple et trop d'insécurité pour les travailleurs. Dans beaucoup de pays, on voit ces marchés de l'emploi à deux vitesses, où certaines personnes sont très protégées et d'autres sont très vulnérables. Je pense que nous devons retenir ces bénéfices de la souplesse, mais avoir des assurances et l'investissement dans les compétences beaucoup plus robustes afin que les gens puissent revenir à l'emploi. Donc un peu le modèle danois. Et pour ceux dont la productivité est faible ou à faible salaire, on devrait abonder leur salaire. Et je pense que c'est une meilleure solution que le revenu universel. Puisque si on donne de l'argent aux personnes, c'est comme si on a renoncé, on leur dit ben, vous n'êtes plus capable de contribuer à la société. Et on a tort de le faire. Jean a demandé si on pouvait avoir un nouveau contrat social étant le contexte d'une économie globale et ouverte. Je pense qu'il y a des préconditions. Je pense que si nous avons eu un retour par rapport à l'ouverture, c'est que les bénéfices n'ont pas été partagés de manière adéquate au sein de nos sociétés. Et cette pression a été vue comme une menace plutôt qu'une opportunité. Un contrat social est une précondition pour un soutien durable pour l'ouverture et la coopération internationale. J'ai passé plus de 25 ans de ma vie dans le système économique international et peut-être que vous vous demandez pourquoi est-ce que vous écrivez un livre sur les contrats sociaux nationaux. Et c'est parce que je ne pense pas que l'on puisse soutenir ce système à moins que l'on améliore le contrat social. Sur la question politique, actuellement, nous avons des politiques où d'un côté, il y a les populistes, les nationalistes, donc modèle qui est proposé, et l'autre côté libéral a très peu à proposer en termes d'alternatives. Je pense que la pandémie va ouvrir une fenêtre d'opportunité politiquement et va transformer la politique dans les années à venir. Je pense qu'un nouveau contrat social est un moyen de proposer quelque chose de mieux aux citoyens. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci, Nima Shafik. De la pandémie comme une opportunité pour changer la politique. Elle a parlé du danger populiste et elle a offert en effet des pistes pour ce nouveau contrat social. Plus de générosité pour les losers qui ne passeraient pas obligatoirement par de l'argent. François Villeroy-de-Galhau, je me tourne à présent vers vous. Vous êtes le gouverneur de la Banque de France. Alors, quel sera le rôle, quel peut être le rôle du monde de la finance dans ce nouveau contrat social? Bonjour d'abord. Je vais dire un mot avec ma casquette de gouverneur en faisant référence à la session précédente et puis après je mettrai ma tenue d'alpiniste. Je vais dire pourquoi.
Dans la session précédente, on a parlé du coût de la vie et de ce problème très réel que l'inflation est perçue beaucoup plus élevée par les Français qu'elle n'est en réalité. Alors, il se trouve que l'inflation, c'est notre instrument de mesure pour garantir la valeur de la monnaie avec objectif 2%. Je dis simplement que cette surestimation de l'inflation, ce n'est pas du tout un phénomène nouveau et ce n'est pas un phénomène spécifique à la France. C'est de toujours et c'est de partout. Mais, et c'est ça que je voulais souligner, il y a un point qui a été soulevé dans la question précédente qui me paraît très important, c'est la meilleure prise en compte du coût du logement. Et ça, je crois que c'est une des choses qu'il faut que nous changions dans la revue stratégique de politique monétaire que nous sommes en train de conclure. Ça n'est pas si facile sur le plan statistique. Il n'est pas sûr que ça change tellement la réalité des chiffres, mais là, je prends le message de la session précédente. Après, je mets ma tenue d'alpiniste, si vous voulez bien, parce que je vais gravir la même haute montagne que Jean et que Minouche, mais par une autre voie. Eux, ils ont pris la voie du contrat social et assez anglo-saxonne, que je peux partager. Je vais prendre une voie plus européenne et plus française même, en me référant, Alexandra, au titre de notre session, c'est-à-dire ce terme économie politique. Et je commence, si vous voulez bien, par une minute d'histoire. Quand est-ce que ce terme apparaît? Il a 4 siècles à peu près. Et il date d'un économiste aujourd'hui oublié, Antoine de Montchrétien, 1615, traité d'économie politique. Vous voyez que c'était bien avant Aix. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, quand on analyse le traité de Montchrétien, c'est vu comme une réaction à l'époque à la vision d'Aristote, qui est que le politique a la suprématie. À l'époque, le politique, c'est d'ailleurs même la guerre. Et qu'il s'agit de faire une place à, je cite, cette partie de la vie dont traite l'économique. Ensuite, le terme connaît une grande fortune, notamment en France, et c'est un terme des réformateurs. Vauban au XVIIe, Turgot au XVIIIe. Au XIXe, les grands économistes classiques français. On oublie quelquefois qu'il y a eu beaucoup de classiques français. Jean-Baptiste Say, Frédéric Bastiat, Léon Valras. Et puis, je vais arriver à un homme qu'on a un peu plus connu. C'est le dernier porteur du terme d'économie politique. C'est Raymond Barre. Certains d'entre vous, les plus vénérables, ont peut-être été éduqués avec le Barre, l'économie politique, première édition en 1959, 15 rééditions, dernière édition en 1997. Et depuis, le terme a totalement disparu. J'arrête là ma minute d'histoire, c'est intéressant de se demander pourquoi le terme a disparu. Il y a 2 explications parmi d'autres intéressantes. La première, c'est de dire qu'au fond, on a bouclé le cycle inauguré par Montchrétien au bout de 4 siècles et que c'est l'économie définitivement qui a pris le pas sur la politique. Et ça peut être une lecture tentante au cours du XXe siècle. Et puis la deuxième explication, c'est que la vision de Montchrétien et de tous ceux de l'économie politique s'applique bien dans un cadre où le périmètre du politique et le périmètre de l'économique coïncident, c'est-à-dire le cadre national. Et c'est la question que nous pose Jean sur l'économie ouverte. Alors aujourd'hui, je crois que c'est le moment d'une nouvelle donne. Et c'est ça qui justifie notre session, une donne qui marque le retour du politique, y compris dans ses formes les moins policées entre nous, et le retour de l'intervention publique. Regardons ce qui s'est passé partout avec la sphère Covid, et regardons ce qui se passe aux États-Unis. À la limite, c'est presque commun entre Trump et Biden. Quelle peut être dans cette nouvelle ère l'articulation du politique et de l'économique? Je vais proposer 2 scénarios. Le premier, c'est le moins souhaitable, mais ce n'est pas le moins probable. C'est le scénario de l'affrontement ou, je l'appellerais, du choc thermique. Et après tout, la météo ce matin à Aix, il pousse. Il y a d'un côté le politique c'est chaud. C'est à court terme, c'est émotionnel avec le poids du médiatique, c'est assez largement national, et ça peut aller jusqu'au populisme, voire au pouvoir totalitaire. Ça n'est plus tout à fait une possibilité théorique. Et puis de l'autre, dans ce scénario d'affrontement, il y a l'économique. L'économique, c'est froid, c'est rationnel, c'est le domaine des experts, c'est à long terme, c'est global plus que national, mais ça peut être vu comme un peu théorique et désincarné. Et dans ce scénario-là du choc thermique, au fond, les 2 camps face à face, les politiques et les académiques, sont assez impuissants tous les 2.
Alors l'autre scénario qui est plus souhaitable, mais pas nécessairement plus probable, c'est celui d'une nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, il y a une alliance sur les rôles, c'est-à-dire que c'est le politique qui dicte son agenda et qui impose ses thèmes, et ça me paraît très important, et c'est l'économique qui propose des solutions, et j'insiste sur le pluriel, des solutions, avec simplement une exigence de cohérence interne entre ces différentes solutions. De ce point de vue-là, le rapport Tirole-Blanchard, c'est une espèce de tentative héroïque de ce nouveau scénario d'alliance. Et dans cette nouvelle alliance, il y a aussi une alliance géographique, c'est-à-dire que les politiques nationaux se mettent d'accord sur un certain nombre de causes sur lesquelles ils travaillent ensemble. Alors, est-ce que c'est un doux rêve? Et je vais juste dire, Alexandra, avant que vous me coupiez... Vous l'avez vu. Que, oui, je vous sens dans les starting blocks. Je vais juste dire que par rapport à cette question du doux rêve sur le scénario que j'appelle de la double alliance, il y a un espoir, et je l'ai vécu dans mon domaine, c'est ce qui s'est passé depuis 10 ans sur la régulation financière, aussi bien mondiale, Bâle III, que européenne, l'union bancaire, et là les économistes dont Jean y ont beaucoup contribué, ça a marché. Là, l'alliance, c'est très loin d'être terminé, c'est très loin d'être facile, et il y a un gros chantier, c'est le climat. Alors on y reviendra peut-être, mais je crois que le climat peut être le lieu de cette double alliance entre le politique et l'économique renouvelée. Ceci dit, ça va être un combat extraordinairement difficile à gagner, mais on en reparlera après. On en reparlera après. Merci François Villeroy de Galhau. Je me tourne à présent vers... Je vous en prie. Je me tourne à présent vers Yves Perrier. Que faut-il espérer en effet du monde de la finance? Ça fait un certain nombre d'années quand même qu'on entend que l'entreprise n'est pas là que pour servir l'actionnaire. Est-ce qu'il se passe tant de choses que cela? Est-ce qu'aujourd'hui il y a une opportunité pour attendre plus, peut-être pour le climat? Je vous donne la parole. Bonjour à toutes et à tous. Le seul fait qu'on ait une table ronde intitulée sur une nouvelle économie politique montre que les esprits ont formidablement changé. Au printemps dernier, certains s'interrogeaient sur un monde nouveau post-Covid. Je pense qu'en fait, cette crise, en réalité, a accentué trois tendances structurelles qui étaient à l'œuvre avant. La première, c'est le passage d'un monde unipolaire à un monde multipolaire, on pourrait dire aussi, à l'inverse de ce qu'avait pensé Fukuyama au début des années 90, c'est le retour des nations. La deuxième tendance, c'est que nous vivons une révolution industrielle et technologique. C'est la transition énergétique qui modifie non seulement l'offre d'énergie, mais la façon de faire les produits et les produits eux-mêmes, et c'est la révolution numérique. Et la troisième grande mutation, c'est la réévaluation du rôle de l'entreprise. On peut dire que la première mondialisation qui se termine pour moi avec la crise financière de 2008, c'est le monde friedmanien. L'entreprise est là pour créer de la valeur pour l'actionnaire, l'État s'occupe du reste. Et aujourd'hui, au plan des idées, on voit que cette réévaluation, c'est Karl Schwab, Davos, le capitalisme des parties prenantes. Je voudrais citer l'excellent ouvrage de François qui retrouver confiance dans l'économie. Moi-même, avec Sénat, on a fait un rapport sur un capitalisme responsable européen. Il y a un consensus aujourd'hui pour dire l'entreprise, certes, elle travaille pour ses actionnaires, mais elle doit travailler pour la société en général. Et le monde de l'investissement, le monde de la finance s'est inscrit pleinement dans cette direction. C'est ce qu'on a appelé les critères ESG. Donc la question aujourd'hui, pour moi, elle est plus sur le contenu qui va se mettre. Et je pense que là, il y a des grands enjeux, parce qu'au fond, l'entreprise, le monde de la finance, devient de nouveau un objet politique, se voit assigner un rôle politique au sens noble du terme, mais je pense qu'il y a deux grandes conceptions qui vont s'affronter, au moins essayer de faire valoir le point de vue. Une conception, je dirais, américaine. Les Américains qui ont été tardifs sur ce point s'y sont mis, notamment
depuis une déclaration du Business Roundtable qui regroupe les 145 grandes entreprises américaines, mais qui disait en substance, les entreprises américaines doivent prendre en compte aussi les valeurs et les intérêts des citoyens américains. Et je reviens à ce que j'appelle le retour des nations. Et puis, il y a une conception européenne qui voit dans l'entreprise, je veux dire, aussi un souci d'intérêt général. Dans la première conception, l'entreprise doit gérer un risque, le risque climat supplémentaire. C'est ce qu'on appelle une matérialité. Dans la conception européenne, l'entreprise doit aussi avoir ce rôle d'intérêt général. Et une des grandes différenciations, c'est la question sociale. Dans le monde américain, la question sociale, c'est d'abord la question sociétale, la diversité. Dans le monde européen, qui est marqué par l'économie sociale de marché, la question sociale, au fond, c'est la nouvelle articulation entre le social, l'entreprise, l'État et le citoyen. Et va se poser sur ce domaine deux questions. La question des normes. Les normes ne sont jamais inventées par les normalisateurs, qu'elles soient comptables ou extra-financières, elles sont inventées par les gens qui y ont un intérêt. Et cette question des normes extra-financières, c'est-à-dire celles qui, en gros, vont régir finalement ce rôle vis-à-vis de la société et des entreprises, on a une conception américaine qui avance très vite, et il y a potentiellement une conception européenne. Il faut que l'Europe aille très vite, car autrement, il se passera la même chose qui s'est passé au niveau des années 2000 avec les normes financières qui ont structuré le capitalisme, je veux dire, à l'époque, et qui était la domination des normes américaines, ce qu'on appelait la fair value, le mark to market, mais qui accompagnait ce capitalisme à dominante financière, souvent court-termiste, qui caractérise celui de la première mondialisation. Le capitalisme dont nous avons besoin, c'est un capitalisme qui s'inscrive dans le long terme, et pour ce qui est de l'Europe, un capitaliste qui défende les valeurs européennes, cette économie sociale de marché qui en est la caractéristique. Et au fond, c'est le grand jeu. Vous savez, au début des années 80, il y avait eu un débat avec un ouvrage célèbre de quelqu'un qui s'appelait Michel Albert, qui opposait le capitalisme rhénan et le capitalisme anglo-saxon. Celui qui a dominé, enfin, ou tout au moins pour l'essentiel, ça a été le capitalisme anglo-saxon. Et au fond, ce qui est à l'ordre du jour, c'est de retrouver, mais dans les temps modernes, une nouvelle forme de capitalisme spécifique à nos valeurs européennes et qui peut être une force d'attraction pour le reste du monde. Merci Yves Perrier. Alors, dans le tableau, il y a, et François Villeroy de Galhau en a particulièrement parlé, il y a bien sûr les politiques, parce que ce sont eux, il y a les mots, puis il y a l'action, il y a cette attente de progrès, de bien-être des citoyens, et ceux qui doivent y faire face, ceux qui doivent délivrer dans un temps en général court, en tout cas c'est toujours l'espoir, eh bien ce sont des gens comme David Lidington, qui a donc, je vous l'ai dit, fait partie des gouvernements de Theresa May, et David Cameron, avec toujours en ce moment le danger populiste. David Lidington, c'est à vous. Oui, merci de me donner la parole. Est-ce que Tout d'abord, je suis d'accord avec Nemat Shafik et son diagnostic, et notamment la crise de la confiance publique dans tous les pays avancés et dans les démocraties avancées du monde. Je pense que cela est imputable au changement technologique. Nous savons que le changement technologique va changer le travail des cols blancs, les schémas de travail, les attentes vis-à-vis du travail, et au même titre qu'il transforme les ateliers dans les usines. Mais en même temps, il y a aussi des changements sociaux évoqués par Minouche, mais il faut prendre en considération l'impact de la concurrence mondiale. Alors,
Je suis tout à fait d'accord avec Yves Perrier, notamment la différence entre la conception américaine et la conception européenne, notamment sur l'économie capitaliste. C'est vrai que ces différences sont infimes lorsque l'on prend en considération le tableau mondial du capitalisme avec des caractéristiques chinoises, c'est-à-dire le capitalisme d'État qui se conjugue avec un État totalement totalitaire. Et on en veut pour preuve ce que fait Xi Jinping et le Parti communiste. Donc, en fait, la technologie permet de gérer et de mettre sous contrainte la population. Et la Chine, de façon ouverte, préconise une suprématie mondiale dans le domaine des technologies du XXIe siècle. Et la révolution avait commencé déjà en 1949 et s'est poursuivie par une nouvelle révolution. Donc, il faut parler aussi de la transformation numérique, il faut aussi parler de la concurrence mondiale. C'est vrai que la pandémie a accéléré l'impact des deux et donc beaucoup d'entreprises, notamment les petites entreprises, ont dû agir avec beaucoup plus de célérité, beaucoup plus de rapidité. Les paiements en ligne, les achats en ligne et les réunions virtuelles et la réputation mondiale des économies capitalistes a été mise à mal parce qu'elles n'ont pas très bien travaillé pendant la pandémie. Et c'est vrai que les régimes autoritaires, que ce soit vrai ou non, disent qu'ils ont mieux géré la crise et utilisent les vaccins comme un outil de diplomatie et un outil d'influence. Je pense que le défi pour nous, pour les économies occidentales, est le suivant. Comment nous allons renouveler nos capacités d'innovation et d'expérimentation? C'est absolument essentiel pour gérer la transformation numérique, mais c'est aussi essentiel pour relever les défis technologiques posés par la Chine et pour éviter la dépendance vis-à-vis de la Chine. Donc moi, je pense qu'il y a cette crise qui est exigeante pour les gouvernements et pour les entreprises. Alors, pour les gouvernements, il y a des défis à relever. Les gouvernements, comme l'ont dit les autres personnes, les gouvernements doivent se pencher sur la formation et sur les compétences. Et en fait, une formation tout au long de la vie. La formation ne doit pas s'arrêter à 18 ou à 21 ans. Par ailleurs, il faut essayer d'utiliser les retombées de politique. Vous avez des programmes de tarification de carbone, des permis pour l'obtention de l'eau. Donc, je pense que c'est une approche constructive ici. Les gouvernements, à mes yeux, doivent gérer plusieurs facettes. Les monopoles dans le monde entier, il y a de grandes inquiétudes vis-à-vis de certaines entreprises parce que il semblerait que les grandes entreprises soient immunisées aux influences de l'extérieur. Donc les gouvernements nationaux, la Commission européenne doivent s'assurer que le marché soit ouvert à de nouvelles technologies disruptives, des schémas de rupture. Donc, ça, c'est un défi majeur. Les gouvernements devront utiliser leur pouvoir en tant qu'acheteurs de biens et de services afin que les secteurs privés apportent davantage de valeur sociale. Je pense que ce n'est pas simplement une responsabilité sociale. Je pense que c'est une incitation majeure. Le secteur privé doit anticiper, doit prendre des actions. Il ne faut pas sous-estimer les mouvements populistes de droite et de gauche qui sont à l'œuvre dans de nombreux pays. Donc, je pense que le système
David, je suis désolé. Une minute. Oui, j'arrive à la fin de mon propos. Allez-y, allez-y, vous avez une minute. J'arrive à la fin de mon propos. Donc, en fait, ils doivent être en, en, en fait, les compagnies, les sociétés privées pourraient renforcer la sécurité et pourraient assurer leur chaîne logistique. Comme d'autres l'ont dit, nous devons prendre en considération les réalités de la politique. C'est vrai qu'on parle du court-termisme. C'est vrai que les personnes doivent être réélues et doivent prendre des risques pour être réélues. Donc, alors, moi, lancerai un appel à la solidarité intergénérationnelle. C'est vrai que les électeurs qui sont âgés prennent soin de leurs petits-enfants. Donc moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une décentralisation du pouvoir pour que les réformes puissent aller de l'avant au niveau local et au niveau régional. C'est-à-dire, cela permettrait de développer un sens d'identité et un sens de loyauté et de fidélité. Je pense qu'il ne faut pas avoir une approche top-down où les gens se sentent moins responsables. Merci beaucoup, David Lidington. Des interventions, il nous reste une grosse dizaine de minutes pour relancer le débat et donc je vais sans tarder donner la parole à Jean. Pour une première question, Jean, vous qui avez pensé la session et qui avez écouté toutes les interventions, où sont les lignes de fracture? Où est-ce qu'on peut progresser encore? Moi, je voudrais revenir sur le point de départ, c'est-à-dire le fait de dire, qui a été bien posé, je pense, par Yves Perrier aussi, c'est de dire, est-ce qu'il peut y avoir des normes communes? Et vous avez parlé de normes européennes et américaines, ce qui a un peu simplifié le problème, parce qu'on n'est pas dans un monde à deux entités. Est-ce qu'on peut avoir des normes communes sur l'ensemble du champ dont on parle? C'est-à-dire, on peut, sur le climat, encore que la vitesse et le contenu exact des politiques pro-climat n'est pas exactement le même, mais disons, sur le climat, d'accord. Mais sur le social, la définition, vous l'avez dit, du social n'est pas la même. Sur le sociétal, sur les données, est-ce que, en fait, cette idée qu'on va incorporer dans les normes du capitalisme international un certain nombre de préférences collectives, est-ce que c'est compatible avec le fait que ces préférences collectives ne sont pas les mêmes? Ou est-ce qu'on poursuit une espèce de chimère? Yves Perrier, allez-y, je vous en prie. Alors, vous n'avez pas entendu au fond, c'est ça? Vous n'avez pas entendu la question de Jean? Alors, Jean, est-ce qu'on peut la mettre oui, en pardon, très court? Ça va là? Oui, je pense qu'il faut crier un petit peu aujourd'hui avec la pluie. Ce que je disais, c'est cette idée, on va réconcilier l'économie ouverte, l'économie mondialisée, avec l'incorporation dans les exigences posées aux entreprises et au capitalisme de préférences collectives. Est-ce que c'est une possibilité ou est-ce que c'est une chimère? Et pourquoi est-ce que ce serait une chimère? Parce que ces préférences collectives ne sont pas les mêmes. Elles ne sont pas les mêmes sur des sujets sociétaux, sur des sujets sociaux, sur des sujets d'alimentation, sur des sujets de protection de la vie privée. Elles ne sont pas les mêmes. Donc est-ce qu'au fond, et dans cette idée, ça va être incorporé dans des normes à construire, est-ce qu'on va arriver à un contenu, à un accord sur quelque chose qui aura un contenu? Sur le consensus, Yves Perrier, la faisabilité. Non, mais je pense que tout ceci est faisable. En fait, nous avons des enjeux qui sont universels. La question du climat est une question universelle. Il y a bien sûr d'autres questions, les droits de l'homme, etc. Et puis ensuite, il y a des spécificités culturelles. Pardon, non. La question des droits de l'homme, non. Il n'y a pas de conception aujourd'hui dans le monde unifiée des droits de l'homme. Non, mais je veux dire, je souhaite, alors je m'excuse, vous avez raison, il n'y a pas une conception, mais je souhaite qu'il y en ait une. Bon. Sur la question du climat, il y a un relatif consensus, même pour les Chinois. Par contre, après, les sociétés, c'est ce que j'appelle le retour des nations, ont des valeurs, des modes de vie qui sont différentes. Il ne s'agit pas de les opposer, il s'agit de prendre en compte les réalités. Et je pense que la société européenne a des valeurs, des modes de fonctionnement, une vision de la société différente de la société américaine. Donc c'est pour ça que je crois à la fois à une partie qui a un caractère universel et une autre partie qui prend en compte les spécificités de chacune des sociétés.
D'où la nécessité de normes européennes qui seront peut-être différentes des normes américaines sur la question sociale. François Villeroy de Galhau, il y a les mots, puis il y a l'action. Peut-être sur cette question d'une nouvelle économie politique qui serait souhaitable, il ne faut pas se satisfaire de bons sentiments, il faut voir jusqu'où ça peut aller et par quel chemin très concret ça peut passer. Oui, peut-être deux choses sur l'action concrète, et je crois que ce sera une façon de répondre à la question de Jean sur les normes. Premièrement, sur le plan concret, il y a une illusion qu'il faut casser, c'est qu'on ne résoudra pas le climat sans juste prix du carbone, et donc probablement sans taxe, d'une façon ou de l'autre. Ça, c'est la réalité impopulaire, mais incontestable, me semble-t-il, de la part des économistes. Alors, comment se pose la question de la norme mondiale là-dessus? Je trouve que c'est un très bon exemple, Jean. Il me semble qu'une norme mondiale, dans ce domaine comme dans d'autres, elle ne peut être qu'un minimum. Elle ne peut pas être une harmonisation universelle. On voit que c'est déjà compliqué à l'intérieur de l'Europe. Et donc, il faut qu'on commence à parler d'un prix mondial du carbone minimum. Ça, c'est l'abonné absent pour l'instant de l'agenda Biden. Et il faut qu'on soit clair, je crois, jusqu'au bout. Soit ce minimum est suffisamment élevé pour être compatible avec les 2 degrés. Soit s'il ne l'est pas, il faut qu'on facilite plutôt la tâche de ceux qui vont vouloir aller au-dessus. Et ça s'appelle l'ajustement aux frontières. Et donc je crois qu'il faut qu'on réfléchisse sur quelque chose qui est assez nouveau, c'est la combinaison d'une norme minimum qui s'applique à tous et d'une capacité d'ajustement aux frontières pour l'Union européenne qui voudra aller au-dessus. Et ce n'est pas facile du tout. Mais je pourrais faire le parallèle avec un autre minimum dont on parle beaucoup ces dernières semaines, c'est le taux minimum d'impôt sur les sociétés à l'échelle mondiale. Même chose, une norme minimum mondiale, si à 15% en plus elle est suffisamment élevée, il n'y aura peut-être pas besoin de l'ajustement aux frontières, qui serait encore plus compliqué à introduire là. Et je crois que c'est ce type d'idée, en tout cas, on ne peut pas dire, et ça je crois qu'il faut le dire très fortement parce qu'il y a une incohérence d'un certain nombre de gens autour de la table, on ne peut pas dire à la fois on a un prix du carbone mondial relativement bas, le minimum, et on empêche l'ajustement aux frontières. Ça, c'est une incohérence. Dernière chose sur l'action, à côté de ça, on peut évidemment faire des choses du côté des banques centrales et des superviseurs. Nous avançons énormément comme superviseurs pour la prise en compte des risques climatiques des institutions financières. Mon voisin de gauche et quelques autres en ont donné l'exemple, et on a créé un réseau basé à Paris. On était 8 membres au départ, on est 100 membres aujourd'hui, Network for Greening the Financial System. Et la prochaine étape, c'est de verdir la politique monétaire. J'espère beaucoup que la Banque Centrale Européenne, dans le cadre de la revue de stratégie dont je parlais tout à l'heure, va être pilote. Mais ça ne remplace pas l'exigence d'un prix du carbone. Et si on pose le prix du carbone, il va falloir, comme on parle de nouvelle économie politique, il va aussi falloir savoir ce qu'on fait pour compenser justement ceux qui vont payer plus cher. Mais on prend il nous reste 6 minutes, on prend quelques... Non, je voulais juste dire, comme ancien directeur général des impôts, il faut toujours avouer ses péchés passés, qu'il faut inventer quelque chose de nouveau. C'est un impôt qui ne rapporte rien en net. L'impôt qui ne rapporte rien, ça veut dire qu'il est là pour pénaliser des coûts à la production et pour redistribuer vers les perdants de la transition climatique. En net, il ne rapporte rien, mais il changera tout. Et alors, s'il vous plaît, je vais voir s'il y a des mains qui se lèvent. Je vais en sélectionner très peu, peut-être 2. S'il y en a, voilà, écoutez, il y en a 2 qui se lèvent, c'est parfait. Monsieur, et après je vais me faire taper sur les doigts. Alors, s'il vous plaît, très court, on y va directement. Je vais tenter de faire court. Il serait navrant d'oublier la rupture historique que nous avons vécue, son ampleur et sa signification. Et il serait désolant de retourner à ce vieux monde d'avant où l'on croyait encore au ruissellement, où l'on moquait l'écologie. Alors, je reviens un petit peu dans le cadre national et je voudrais vous demander si vous ne trouvez pas que le retour des politiques d'austérité ou des réformes sur les retraites ou les assurances chômage non seulement serait inefficiente, voire contre-productive, mais injuste et voire indécente aujourd'hui. Merci pour cette question. Je prends la deuxième et je les rebascule. Là-bas, il y avait une main qui se levait. Un monsieur, oui, allez-y. Entre l'économie et la politique, la recherche d'un minimum, où placez-vous le problème des données et de la protection des données? Ok. Merci pour cette question, monsieur. Est-ce qu'on démarre avec la première qui est la plus polémique, la nouvelle économie politique? Est-ce que c'est encore des réformes et ce que semble dire monsieur, moins de droits
pour l'assurance chômage. Voilà, c'est comme ça que... qui va y aller? Jean. Et après, François. Mais alors, il y a il deux nous reste points. 2 minutes. Monsieur a donné 2 points. Il a dit les politiques d'austérité et les réformes. Je pense qu'il faut les distinguer. Je pense que les politiques d'austérité, ce n'est pas le moment. Je crois que, en tout cas, pour cette année, l'année prochaine, c'est clair. Même après, il faut être extrêmement précautionneux parce qu'il ne s'agit pas de casser les choses. Le fait de dire qu'il n'y aura plus de réformes après cette crise, non. Il y a, pour moi, les réformes doivent partir de ce qu'on a appris dans cette crise, de ce qu'on a appris qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire, je pense que notre feuille de route, elle doit être non pas de reprendre les vieux sujets, mais de tirer toutes les leçons de ce qu'on a appris qui ne fonctionne pas dans cette crise. Et il y a beaucoup de choses. On a appris des choses sur le dysfonctionnement de l'État, on a appris des choses sur nos faiblesses industrielles, on en a beaucoup parlé ici. Est-ce que ça doit inclure aussi des questions comme les retraites? Bien sûr, les questions comme les retraites ne vont pas disparaître. Alors, allez-y, François Villeroy de Galhau. Il reste 2 minutes, comme on me le signale aimablement. Alors, 2 fois 30 secondes. Sur votre question, je pourrais être très long, mais je vais être très court. Je vais évoquer un regret et un mystère. Pourquoi est-ce qu'on est tous tellement d'accord sur la dette climatique et tellement peu mobilisés dans la nouvelle économie politique sur la dette financière ou dette publique? C'est le même problème, honnêtement. C'est un problème de solidarité intergénérationnelle. C'est un problème de sujet à long terme qui va finir par nous exploser à la figure et sur lequel la procrastination est tentante. Il y a une supériorité, c'est qu'on peut le traiter à l'échelle nationale, alors que la dette climatique ne se traite qu'à l'échelle internationale. Mais si je peux faire un rêve, c'est que ça fasse partie de la nouvelle économie politique. Ça ne veut pas dire l'austérité dont on parle toujours et qu'on fait peu en France, mais ça veut dire la qualité et l'efficacité des dépenses publiques. Sur les données, très très vite, vous avez raison. Et je pense qu'il y a un angle mort aujourd'hui dans la nouvelle gouvernance mondiale dont on peut rêver, c'est qu'il n'y a pas d'autorité mondiale des données. Il y a une autorité mondiale financière, il y a beaucoup de coopération, j'en ai parlé, mais sur le problème des big tech, on va buter très vite sur l'absence de coopération internationale en matière de données. Donc on n'est pas à Aix pour créer l'organisation, l'OMD, l'Organisation mondiale des données, mais objectivement, il va falloir qu'on arrive à coopérer là-dessus. Sur les efforts à faire, juste une question pour Yves Perrier, parce qu'il me semble avoir entendu, et j'espère l'avoir bien compris, Patrick Artus, qui explique que dans ce nouveau capitalisme, il faudrait repenser la rentabilité attendue par les acteurs. L'avez-vous entendu? Cette rentabilité est trop forte, et il va falloir que chacun fasse des efforts. C'est-à-dire que 15%, c'est pas possible. Non, mais je pense qu'il faut sortir un peu des liturgies, des dogmes. Dans les années, au milieu des années 90, a été inventé l'objectif de ROE de 15%. J'en ai un souvenir précis. À l'époque, ROE, c'est de rendement des fonds propres. Merci. Excusez-moi. À l'époque, les taux longs, au moment où c'était fait, étaient de 7 à 10%. C'est-à-dire qu'on donnait une prime de risque d'à peu près 5%. Aujourd'hui, on entend toujours un peu moins ces objectifs, alors que le taux sans risque, le taux d'emprunt d'État est à 0%. Donc, on est face à quelque chose, au fond, d'assez absurde. Les entreprises, d'ailleurs, en général, n'ont pas pu faire ces 15% de ROE, mais on continue à le faire. Donc, la réalité, c'est que les investissements qu'il y a à faire pour la transition énergétique, c'est des investissements à 30 ou 50 ans. Et donc, il faut en effet trouver des exigences de rentabilité du capital plus faibles, qui tiennent compte du contexte de taux, du fait que les banques centrales nous maintiennent les taux à un niveau beaucoup plus bas là-dessus. Mais c'est retrouver du long terme, fondamentalement, qui est l'enjeu du capitalisme actuel. Merci Yves Perrier. Nous allons arrêter cette session sur cette intervention. Merci à tous les panélistes, merci à nos intervenants d'avoir participé. Je vous souhaite une très bonne journée et de futures interventions aussi fructueuses, bien sûr.